Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Alexandre Rambaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence, co-directeur de la chaire comptabilité écologique chez AgroParisTech. Déjà, je veux bien que vous nous présentiez la chaire de la comptabilité écologique. De quoi on parle ? Alors, c'est une chaire de recherche et d'enseignement qui est portée donc, par la fondation AgroParisTech. Elle a été créée en 2019 par un ensemble d'acteurs, de partenaires à la fois académiques, donc AgroParisTech, Dauphine, l'Institut Bachelier, l'Université de Reims, et des acteurs professionnels institutionnels, dont à l'époque LVMH, le ministère de l'écologie, le Conseil de l'Ordre des experts comptables, donc un ensemble d'acteurs, je ne vais pas citer tous les partenaires, mais l'enjeu c'était de monter en puissance sur la question de la comptabilité écologique, justement, pour nouer à la fois la recherche et le déploiement sur le terrain, avec deux visions. L'articulation entre la comptabilité des entreprises, la comptabilité nationale et la comptabilité au niveau des territoires, des écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Et un deuxième élément, dont on parlera sûrement, c'est une vision de l'intégration de la soutenabilité dite forte dans la comptabilité. Donc une vision vraiment particulière de la comptabilité. Donc c'était ça l'enjeu premier. Ouais. Est-ce qu'on créerait une chaire comme ça aujourd'hui ? C'est... Dans le contexte... Je dirais que géopolitique, oui, voilà, tout à fait. Le retour de bâton qu'on est en train de vivre. Oui, effectivement, on est dans une période qui est un peu particulière, on va dire ça comme ça, parce que depuis l'année dernière, pour des raisons à la fois de changement du Parlement européen, mais aussi évidemment géopolitique, les conditions de la mise en place de la durabilité, en tout cas au niveau européen, sont plus compliquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une appétence pour ces sujets. Et ce qu'on constate, c'est que sur le terrain, les entreprises elles-mêmes sont plutôt demandeuses de continuer quelque chose sur la durabilité et dans le cadre de la comptabilité durable. C'est plutôt des problématiques d'ordre à la fois politique et de posture et de certains acteurs minoritaires, mais qui sont très bruyants, qui portent, on va dire, une vision un peu rétrograde de l'avenir de l'économie. Mais juste là-dessus, pour repositionner aussi ça sur un enjeu géopolitique, c'est que si on regarde un pays comme la Chine est de plus en plus en avance sur les questions d'investissement vert et sur la question de la comptabilité durable. Par exemple, l'année dernière, la Chine, comme d'ailleurs la plupart des pays dans le monde, ont adopté des normes de comptabilité durable et alignées sur une vision qui est en fait celle à la base de l'Union européenne qu'on appelle la double matérialité. Et qui est donc un des éléments centraux du débat actuel sur la comptabilité durable. Donc double matérialité, on rappelle peut-être en quelques mots de quoi on parle, c'est un peu de pédagogie. Dans le contexte de la comptabilité durable, un des grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on va donc représenter la durabilité. Et notamment, on va avoir, donc matérialité, ça veut dire ce qui est pertinent. Donc matérialité financière, c'est considérer que les informations socio-environnementales pertinentes, c'est ce qui reflète des enjeux de performance financière, donc c'est l'impact sur l'entreprise et la performance financière. La matérialité à impact, c'est dire on va intégrer dans la comptabilité ce qui permet de montrer les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Donc vraiment l'impact sur l'environnement social et d'ailleurs social et naturel. Et la double matérialité, c'est quand on prend tout en compte. Et donc vous nous dites que la Chine est en train d'intégrer cette double matérialité dans son modèle économique. Tout à fait. Donc il y a eu déjà le signal des principales bourses chinoises l'année dernière en début d'année, et ensuite c'est passé au niveau gouvernemental, donc où il y a eu une adoption de normes comptables de durabilité basées sur la double matérialité. Et comme la Chine n'est pas soumise à la versatilité de ses électeurs, non mais on peut dire ça comme ça. Oui. Ça veut dire que c'est un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. C'est un vrai mouvement de fond. C'est-à-dire que la Chine fait ça. Alors il y a plusieurs éléments. Par exemple, on parle d'un processus au niveau de la Chine qui s'appelle la civilisation écologique. Mais tout ça, sans rentrer dans les détails, procède aussi d'une stratégie internationale qui est très clair, c'est-à-dire que le positionnement sur l'avenir de l'économie en Chine intègre le fait que la durabilité sera stratégique. Et donc là où l'Union européenne était quand même en position de leadership
sur ces questions, il n'est pas impossible que la Chine arrive à dépasser l'Union européenne et avec cette intégration que l'économie de demain sera durable, qu'on le veuille ou pas, et devra intégrer ça, et non pas sous un aspect de greenwashing, mais véritablement d'engagement dans, et justement par exemple la dématérialité. Et on va évidemment continuer à en parler et de parler de ce qui se passe en ce moment au niveau européen avec le coup de frein sur la CSRD, notamment le bilan extra-financier. Mais si on s'intéresse aux entreprises, si on regarde, c'est Forvis Mazars qui nous dit ça, c'est une étude d'octobre 2025 sur la comptabilité écologique, 9 entreprises sur 10 dans le CAC 40 ou l'Eurostoxx mentionnent désormais un risque ou un engagement climatique dans leurs états financiers. Oui. Ça veut dire que quasiment toutes les entreprises ont intégré le fait qu'il y ait des limites planétaires ou qu'elles peuvent être impactées par ces limites planétaires dans leur modèle économique, donc dans leur survie économique. Est-ce qu'on doit le comprendre comme ça ? Oui, alors ce qui se passe, c'est que de toute façon, il y a une amélioration de la vision de la durabilité directement dans ce qui compte au niveau de l'entreprise. Par exemple, de plus en plus de directions financières commencent à intégrer ces enjeux-là, et donc de se dire, effectivement, il doit y avoir une répercussion sur la comptabilité. On en est à un stade où on est beaucoup plus dans une vision de matérialité financière, justement, c'est-à-dire de dire quel est l'impact, par exemple, du changement climatique sur la performance financière, et dans une lecture qui reste aussi très actionnariale, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la finesse de l'analyse les conséquences sur le contrôle de gestion, sur vraiment la réalité de la gestion de l'entreprise. L'étape après, c'est justement d'intégrer la double matérialité. Vous parlez de limites planétaires, on n'y est pas encore, ça on en parle, et c'est bien le cadre de la double matérialité de faire comprendre justement cette question d'impact et de prise en compte de la réalité scientifique, parce que c'est ça, de la réalité scientifique des impacts. Et donc c'est le but de l'initiative CSRD. De faire ça, et l'autre élément, c'est vraiment d'intégrer ça dans le pilotage des organisations. J'aime beaucoup l'expression pour qualifier les normes comptables européennes, donc dans le CSRD, de dire c'est des normes de management, parce que c'est vraiment ça la comptabilité. C'est comment on cadre la gestion d'une entreprise. C'est pas simplement du reporting. Et ça, je pense que c'est un point qui commence à advenir, mais on est en train de redécouvrir ce qu'est vraiment la comptabilité. Et pas simplement des listings d'informations dont on fait ce que l'on veut, mais bon, c'est pas donc trop après. Un outil de management, de pilotage de l'entreprise, c'est ça. C'est ce que vous nous dites, quoi. Oui. Alors, sauf qu'on est, voilà, la loi Omnibus, on est clairement dans un coup de frein. Alors certes, la CSRD était trop compliquée, il y avait certainement trop de pages, trop de reporting attendu. Bon, d'accord. Mais le coup de frein, quel impact il va avoir ? Quel impact négatif ? C'est-à-dire que dans le seuil de salariés qui a été choisi, ça sort de l'équation des 90% ou 80% des entreprises. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe, qui était pionnière, invente son propre retard. Comment vous l'analysez, ce qui est en train de se passer ? J'aime beaucoup cette expression d'inventer son propre retard, parce que je pense qu'effectivement, il y a de ça. Alors, bon, il a encore un peu tôt pour analyser les conséquences, évidemment. Tout ça est en cours, et les débats sont même pas encore complètement finis. Oui, c'est pas totalement tranché. Voilà. Mais je dirais que il y a une analyse négative et une analyse, on va essayer d'être un peu positif. On adore faire ça dans cette émission. Exactement. Donc, l'analyse positive, c'est effectivement, il y a un recul majeur. Parce qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a la question de l'applicabilité de CSRD, où là, tout le monde était d'accord que la copie qui a été rendue était à discuter et à faire évoluer. Il y avait même la réflexion de, au bout de 3 ans, de faire un bilan et puis de voir où on en est, et de faire en sorte que, on mette en place les choses progressivement. Il y a eu des difficultés de compréhension justement de cette phase. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les focalisations qu'on a eues sur le nombre de points de données ou des choses comme ça montrent qu'on est passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la comptabilité, c'est un cadre conceptuel pour mettre en place une stratégie de management. Et donc on s'est focalisé sur un nombre de points de données, voilà. Mais tout ça, je dirais, ça c'était pas le cœur, le vrai cœur de la problématique. Ce qui est en cours aujourd'hui,
c'est d'essayer d'atteindre le cœur même de ce qu'est le message de CSRD. Il y a quand même eu des acteurs et haut placés qui demandaient à revenir sur la double matérialité. Ça, c'est grave. Donc, ce qui se passe, et c'est ça qu'il va falloir voir, c'est est-ce que son renoncement va jusque dans le socle, les fondamentaux de la position de l'Union européenne. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça met en lumière que, comme je le disais, une minorité d'acteurs très bruyante arrive à faire un lobbying tel qu'il y a des changements qui sont contre, d'ailleurs, la majorité silencieuse des entreprises. Tous les sondages montrent que les entreprises n'étaient pas majoritairement favorables à une remise en question à ce point de CSRD. Donc ça pose un problème même presque démocratique. Il y a eu des lobbies très efficaces. Très efficaces. D'accord. Quand on voit qu'il y a même certaines grandes entreprises qui plaidaient pour CSRD, on comprend que le débat n'est pas un débat de rationalité économique. C'est pas ça qui était au fond. C'était vraiment un débat de positionnement politique sur une compréhension de ce qu'est l'avenir de l'économie et de certains intérêts privés qui ont prévalu sur l'intérêt public. Oui, mais alors, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, et alors là, si on rajoute les États-Unis dans l'équation, c'est aussi le résultat de processus démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote aux États-Unis qui a amené Donald Trump au pouvoir, qui dit à l'ONU le changement climatique, c'est l'arnaque du siècle. Il y a eu un vote aux élections européennes qui a plutôt donné la main à des listes qui voulaient ce retour en arrière. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a manqué dans l'explication ou l'acceptabilité je reste sur votre thématique, de cette comptabilité extra-financière en quelque sorte, ou comptabilité durable. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé, quoi? Oui, alors complètement. Alors, déjà sur les États-Unis c'est un pays parmi d'autres. Et comme je le dis, il y a beaucoup d'autres pays qui comptent. Et notamment, je vais donner un autre exemple, par exemple le Botswana. Le Botswana est passé à la double matérialité. C'est la place financière la plus stable, une des places financières les plus stables d'Afrique. Donc très regardée. Et ce que je veux dire, c'est qu'on s'est énormément focalisé sur les États-Unis. Encore une fois, il y a une géopolitique ailleurs. Et ça aurait peut-être été plus intéressant aussi de regarder ce qui se passait, par exemple, en Chine. Oui, mais enfin bon, par exemple, l'Alliance internationale des banques, les banques américaines, elles se sont retirées de l'objectif de décarbonation que cette alliance. Enfin voilà, et c'est aussi concret que ça. Mais les États-Unis, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Non, mais complètement. Mais les États-Unis ont toujours entretenu, même avant Trump, un rapport très compliqué avec les COP. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses qui avançaient. Donc ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas de ne pas prendre en compte la position des États-Unis. La question, c'est de savoir quel poids on met dans cette posture par rapport à ce qui se passe aussi ailleurs. Ça, c'est une première question. Et la deuxième chose, au niveau vraiment européen en tant que tel, je suis tout à fait d'accord sur les élections de l'année dernière, mais les changements qui ont eu lieu au niveau du Parlement européen auraient pu ne pas complètement conduire à ça s'il n'y avait pas eu un lobbying derrière, comme je dis, qui a fait qu'on a quand même eu un vote historique où la droite s'est alliée avec l'extrême droite, ce qui est justement un message très problématique, même sur la tradition historique de la droite. Donc tout ça relève de jeux d'acteurs particuliers dans lequel je suis entièrement d'accord sur... Peut-être que les messages, comme je le disais, se vocaliser sur les points de données et non pas sur la réalité de la stratégie qui est derrière a été une erreur massive. Mais quand on regarde précisément la demande des entreprises, n'était pas une telle remise en question. C'est ça que je veux dire. Sur l'analyse vraiment en fait des demandes, et même ça met des entreprises dans des situations problématiques parce qu'elles sont investies. Elles ont investi dans CSRD, et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que ça va recréer une situation confuse sur la façon de comprendre la durabilité. Entre les entreprises qui vont dire, même si je suis pas soumise à CSRD, je continue là-dessus. Les autres qui vont dire, oui, mais je sais pas comment faire, en plus avec VSMI, donc sur les normes volontaires pour les PME. Donc des informations qui vont être beaucoup moins normalisé, ça va repartir sur la jungle des labellisations. C'est sûr, alors là, je suis prêt à le parier qu'on va avoir des labels CSRD, je suis conforme à CSRD, je ne suis pas conforme à CSRD. Donc on repart en fait dans une instabilité, une confusion. Parce que de toute façon, même si, alors encore une fois, c'est pas dans le marbre, il y a des discussions en cours, mais si le seuil qui est défini aujourd'hui, enfin, sort 80% des entreprises de la CSRD, du bilan extra-financier, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des grandes entreprises, des multinationales, des grands comptes qui
elles vont rentrer dans le cadre et qui vont faire quoi ? Elles vont se tourner vers leurs sous-traitants. Et donc, de toute façon, la mécanique, elle va quand même se diffuser, mais d'une façon moins encadrée, plus sauvage peut-être. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Ah oui, complètement. D'ailleurs, là, il y a parmi les débats, il y a le fait de faire en sorte que les sous-traitants n'aient pas à donner les informations, ce qui est complètement incroyable. Enfin, c'est totalement intenable, des positions comme ça. Ah oui, donc autant mettre fin au système. Ah oui, totalement. C'est-à-dire qu'on crée une situation qui est inopérante et qui crée un flou monumental pour tout le monde. On ne sait pas comment les entreprises vont s'en sortir avec ça. Donc, on partait d'une situation qui, certes, était complexe, qui demandait en fait une adaptation, mais qui permettait d'avoir un cadre, à une situation qui est faite un peu à la dernière minute et dont on ne sait pas comment les entreprises vont s'en sortir, en fait. Et donc, c'est-à-dire même, et je reprends ce terme en termes de rationalité économique, c'est complètement incroyable. Ce n'est pas rationnel économiquement ce qui a été fait. Alors, dans cette émission, on a une tradition, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à un invité de la semaine suivante. La semaine dernière, j'avais Geneviève Ferron, profil qui était à votre place, et voici sa question. Bonjour Alexandre, une question pour vous. À votre avis, à quel horizon de temps nous aurons une comptabilité multicapitaux ou une comptabilité qui intégrera les communs environnementaux ? Et quand je pose cette question, je me dis... Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un standard universel compte tenu de la dégradation accélérée, notamment des communs environnementaux ? C'est ambitieux, parce que quand on parle de communs environnementaux, j'aime l'expression, elle porte tout son sens. Et c'est vrai que si on était... logique, vu le constat scientifique fait depuis des décennies, on devrait avoir intégré ces communs environnementaux à notre comptabilité, d'une certaine façon. Quand elle dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait un standard universel qui en tienne compte ? Est-ce qu'on peut y croire à ça ? Ou est-ce que finalement, vu le contexte actuel, ça on a encore pris 10 ou 20 ans dans la vue, quoi ? Alors je dirais, oui, ça c'est un objectif qui peut être atteignable, qui est discuté. Encore une fois, je pense qu'il faut pas. Il faut prendre en compte ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus lui donner un poids trop important par rapport à une dramatiser, quoi. Voilà. Mais il faut être extrêmement vigilant et je pense se fédérer pour faire en sorte que justement le vrai message continue à pousser. Il y a un contre-lobby totalement qui est à l'œuvre aussi, totalement, mais qui pour l'instant est moins efficace. Voilà. Mais qui est là et qui va se positionner. Et je dirais sur la question de la prise en compte des communs environnementaux, des communs écologiques, oui, en fait, c'est par exemple ce sur quoi travaille activement la chaire, avec la création du CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui fédère autour de ces travaux. Et c'est justement tout l'enjeu de la citoyenneté forte. La citoyenneté forte, c'est dire, on va considérer la question de la durabilité d'un point de vue scientifique déjà, en prenant en compte la préservation des écosystèmes et des êtres humains sur des bases donc scientifiques en termes de respect d'état de référence de la nature, ce qu'on appelle les bons états écologiques, l'état de santé des écosystèmes et l'état de décence des êtres humains en termes physiques, psychologiques, santé au travail, etc., etc. Donc ça, en fait, d'avoir ces éléments-là qui soient intégrés dans la comptabilité et qu'on puisse vraiment chiffrer les dépenses nécessaires pour atteindre ça et les besoins de financement. D'ailleurs, c'est la logique de ces CSRD au passage. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le programme qui fédère ça, qui systématise ça, qui s'appelle le programme CARE, Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, est de plus en plus en fait mise en œuvre. On a actuellement à peu près 60 entreprises en France qui travaillent avec CARE. Donc c'est peu, mais c'est pas rien compte tenu de ce système. Et puis surtout, c'est repris institutionnellement. Là, dernièrement, il y a eu un rapport sénatorial à la délégation à la prospective qui demandait le soutien en fait de ces travaux. Ça, c'est au niveau français et on l'a de plus en plus au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se crée, qui permet d'intégrer ces dimensions, ces enjeux, qui est de plus en plus compris international et qui s'inscrit dans le mouvement de la double matérialité, qui en fait permet de le systématiser et jusqu'à le piloter. Donc ça, c'est le point très positif, parce que maintenant, on a en fait les façons de le faire. D'accord. Ça se déploie.
Maintenant, ce qui est plus questionnable, c'est le soutien à ça. C'est précisément, par exemple, ce que le rapport sénatorial disait, c'est qu'il y a un moment donné, pour que tout ça opère, il faut que les acteurs privés et publics soutiennent véritablement le développement et ne soient pas frileux dans des... le dernier prix Nobel parlait d'innovation, mais il ne faut pas oublier l'innovation sociale. Et le soutien à l'innovation sociale et pas simplement l'innovation technique. Ce serait de l'argent public bien utilisé. Voilà, exactement. En termes de rentabilité d'un euro d'argent public, on y est. Ce programme, ce modèle CARE, je veux bien qu'on s'y concentre pendant quelques minutes, peut-être avec un exemple d'entreprise. Je ne sais pas si vous en avez en tête, mais qu'est-ce que ça change dans la stratégie et finalement cette notion de comptabilité durable ou de comptabilité extra-financière? Oui, tout à fait. Alors, des exemples, il y en a un certain nombre et je peux donner quelques cas d'application parce que, comme je le disais, la comptabilité, c'est pas du simple reporting. Oui. La comptabilité, derrière, il y a c'est du management de la stratégie, une vision, une représentation de l'entreprise et comment on la gère. Oui. Donc c'est une sorte de modélisation de l'entreprise. Et donc dans ce cadre, ça va de la gestion très fine, contrôle de gestion, etc., jusqu'à la direction financière et après l'évaluation de l'entreprise. Donc c'est vraiment... Pour donner un exemple, par exemple, une entreprise, alors je ne me permettrai de pas donner de nom, mais une entreprise qui a mis en œuvre CARE parce que elle opère dans la foresterie et elle mettait en place des activités qui sont pour la préservation des sols, par exemple. Mais tout ça, en fait, est coûteux et dans la comptabilité actuelle, ça passe comme des charges standards et donc on ne peut on peut pas raconter autre chose. Il faut jamais oublier que comptabilité et raconter ont la même origine. On ne raconte pas quelque chose qui est en lien avec ce qu'on fait vraiment. CARE a permis de reventiler ces dépenses, de les rationaliser, de les mettre en face d'objectifs scientifiques et de faire comprendre autre chose. Les comptes CARE ont été, parce que c'était la demande de l'entreprise, ont été envoyés à la Banque de France et ont été acceptés par la Banque de France et apparemment compris parce que la Banque de France a émis une notation extra-financière sur cette entreprise qui a été positive et qui a fait que des banques ont revalorisé cette entreprise sur cette base-là. Donc ça, c'est un exemple. On a un autre exemple sur des aspects, par exemple, toujours écologiques, d'une entreprise qui voulait des plans stratégiques à 3 ans sur les questions climatiques. Comment est-ce qu'on définit donc de façon très concrète des plans d'action avec des typologies d'action, les budgets associés sur 3 ans, de façon à avoir des scénarios, des trajectoires et qu'on puisse en discuter avec les actionnaires et avec les managers en interne. Donc ça, c'est ce que CARE a permis de faire. D'accord. Et un tout dernier exemple, c'est le là, on était dans quel secteur d'activité, par exemple ? Le secteur industriel, c'est du pompage hydraulique. D'accord, ok. Donc c'est aussi des entreprises qui ne sont pas forcément dans des secteurs, par exemple, forestiers ou agricoles. Il y a beaucoup de travail dans l'agriculture, mais... Et puis, un dernier exemple sur le social, par exemple, une entreprise qui opère... en délégation de services publics et qui justement a utilisé CARE notamment sur les questions de plan d'action de formation et de santé au travail pour là encore avoir une stratégie qui permette à la fois aux contrôleurs de gestion d'intégrer des dimensions de santé au travail, ce qui est pas évident, et d'avoir des scénarios de gestion en termes de plan de formation rationalisés qui soient d'ailleurs compréhensibles par la direction financière aussi. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que il faut intégrer un budget de la nature ou du capital naturel d'une entreprise dans sa comptabilité? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, le raisonnement derrière CARE, c'est de dire la base de la comptabilité et de la gestion, c'est vous avez une banque ou un actionnaire qui vous apporte de l'argent. Cet argent, il sert à faire fonctionner l'entreprise et l'argent, il faudra le rembourser. Donc la comptabilité, elle suit ce qu'on fait avec l'argent et elle permet de voir dans quelle mesure on peut rembourser, sur quel terme, etc., etc. Et donc c'est d'étendre ça à la nature, aux êtres humains. Considérer que c'est pas un sol, le climat, c'est pas simplement une ressource. D'ailleurs, je vais reprendre ce que dit CSRD, c'est une partie prenante silencieuse. Donc, c'est quelque chose qui est une préoccupation. Et donc, considérer que c'est comme si on empruntait un écosystème et qu'il va falloir le rendre sur la base d'une préservation scientifique. Et donc, la comptabilité doit suivre ce qu'on fait avec qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, mais aussi quelles sont les dépenses qui vont être nécessaires pour la préservation. Et même chose pour un être humain. C'est une forme de révolution.
Révolution comptable, on pourrait appeler ça comme ça. Oui, on a écrit un livre qui s'appelle Révolution comptable d'ailleurs. Que vous prenez. Est-ce qu'il y a encore besoin d'évangéliser d'une certaine façon? Est-ce que c'est compliqué de faire comprendre ce que vous venez d'expliquer ou de le faire accepter? Parce que si on rentre dans le dur, on a reçu par exemple dans cette émission beaucoup d'entreprises qui participent à la Convention des entreprises pour le climat, oui, et ça va parfois jusqu'à un changement de modèle économique. Complètement. Donc c'est une révolution compliquée aussi. Oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que je parlais de soutien. Exaltante, on peut être très positif, mais compliqué. C'est pour ça que je parlais d'innovation sociale et de soutien à l'innovation sociale, c'est-à-dire que ce qui se passe, alors justement sur la Convention des entreprises pour le climat, et on intervient régulièrement dedans, justement, le CERCES, la chaire, c'est que on est sur des changements d'imaginaire, des changements de pratiques, et ça c'est vraiment très engageant. Ce qui se passe, c'est que dans tous ces dispositifs, il y a besoin justement de pouvoir changer ce qu'on raconte précisément en termes de gestion. Notre analyse, c'est que tant qu'on n'a pas un changement comptable, ça va être difficile de faire advenir d'autres imaginaires. Mais même chose sur la gouvernance. On peut augmenter les gouvernances en mettant en place des administrateurs salariés donc plus importants, la nature aussi. Mais tant qu'on n'a pas ce changement comptable, on ne raconte pas quelque chose de différent. Et donc, ça se comprend. Et les règles de fonctionnement de CARE sont vues comme étant cohérentes avec des enjeux véritablement scientifiquement compris de l'écologie. Donc je dirais on a les ingrédients, mais il faut un soutien. Merci beaucoup Alexandre Rameau, c'était passionnant et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas.